On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous est l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Cécile de Ménibus. Bonjour Cécile. Bonjour, comment ça va ? Très bien et toi ? Je suis ravi de t'accueillir sur Génération Bien Commun. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter ? Alors, je suis animatrice, productrice radio et télé depuis une petite vingtaine d'années et je suis aussi chef d'entreprise parce que j'ai 2 entreprises, une dans l'aménagement d'intérieur et l'autre dans la communication et la production. C'est marrant, justement, j'aime bien cette petite question qui laisse les gens se découvrir avec l'angle qu'ils ont envie d'apporter. Je me demandais si tu allais citer aussi les autres casquettes, j'allais dire, que tu as un peu hors de ta vie professionnelle. Ah, dans l'engagement, tu veux dire ? Ouais. Dans l'engagement. Alors oui, je suis lieutenant-colonel de la gendarmerie, puisque je me suis engagée en tant que réserviste citoyenne. Et la même chose pour la police. Il y a combien de temps ? Alors il y a presque 4 ans maintenant. Et je suis aussi, je m'occupe de la communication du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et de la préfecture de police de Paris sur des sujets de prise de parole, sur des sujets de communication de crise, voilà. Et c'est un engagement que j'ai pris il y a quelques années, qui me tenait à cœur. D'abord parce que quand j'étais petite, je voulais être commissaire de police. Donc, je pense que ça a un lien particulier. Et surtout, lorsque j'ai fait mes documentaires à l'époque en immersion dans différentes sections et unités de la police et de la gendarmerie, je me suis rendu compte du quotidien de ces personnes, de ce qu'elles engageaient, de leur vie, de la vie de leur famille, pour souvent des salaires assez dérisoires. Et je voulais leur rendre hommage d'une manière ou une autre. Et la seule chose que j'ai trouvée, d'abord, c'est de faire des reportages sur eux qui soient très proches de la vérité. Et d'autre part, de dire, voilà, je serai un petit peu votre porte-parole quand vous aurez besoin de moi. Donc d'un côté, t'es réserviste, tu fais quelles sont tes missions côté gendarmerie ? Je fais des missions aussi avec la gendarmerie sur plein de sujets de communication. Je travaille avec le directeur général de la gendarmerie sur des prises de parole. J'ai travaillé sur un procès. J'ai travaillé sur quand ils ont besoin de moi sur un éclairage d'un point sur comment se transforme la gendarmerie aujourd'hui, les nouveaux acronymes de la gendarmerie. Enfin voilà, ça peut être sur plein de sujets. Il y a des réunions sur les... Ouais, il y a des réunions sur des. En fait, ils sont très, très engagés, la gendarmerie. Ils essaient de se déployer sur plein de sujets. Donc, ils montent des opérations à l'endroit des violences contre les femmes, sur l'égalité femmes-hommes, enfin sur plein de sujets. Ils sont très engagés sur ce point-là. Excellent. C'est beau de savoir, je trouve, que nos forces de l'ordre s'engagent. Et bravo d'être à la fois du côté police gendarmerie. Ouais. Je trouve ça chouette de voir. Personne ne fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Souvent, on a un peu plutôt le clivage. Je suis plutôt team police, je suis plutôt team gendarme. Après, c'est le même ministère, hein, le ministère de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur, pardon. Donc c'est un peu la même maison, mais même si c'est organisé de façon différente. Et du coup, tu le disais, c'est assez rare. Je savais que tu avais les 2 casquettes, mais j'ai un peu creusé et j'ai pas vraiment trouvé d'autres personnes qui, de façon facile en tout cas à trouver, cette double casquette. Après, je dissocie vraiment les 2, c'est-à-dire que je ne me sers pas de l'un ou de l'autre, ou voilà, c'est vraiment les secrets de la gendarmerie restent les secrets, et idem pour la police. En fait, je garde ma place parce que moi j'ai juste une place de consultante en fait. On me consulte, on me demande mon avis. Donc tu mets ton expertise, ton métier au quotidien dans le service. Et puis mon regard, parce que le fait d'être à la radio tous les jours, de travailler les sujets du quotidien des Français, ça me permet d'avoir un peu de recul sur ce que eux font au quotidien. C'est-à-dire que moi j'ai un regard plutôt de loin, et après je leur préconise des choses, ils prennent ou ils prennent pas, mais je leur dis voilà ce que moi je vois du terrain, parce que moi je suis une fille de terrain en fait. J'aime aller sur le terrain, j'aime aller discuter avec les gens. T'es déjà allé... Alors, je sais que t'es allé sur le terrain, les interviewer, les filmer, etc. Mais est-ce que t'es déjà rentré dans l'uniforme sur le terrain?
pour passer une journée en tant que policier, en tant que gendarme? Non, j'étais sur le terrain avec eux parce que j'ai été engilée par balle forcément toute la journée. Quand j'ai fait la BRI, donc l'anti-gang, forcément je suis protégée ou avec un casque ou avec parce que quand vous rentrez chez certains à 6h30 du matin et qu'ils sont déjà armés, forcément faut être protégé. Quand vous arrivez sur un deal de drogue avec des gros bonnets et qu'il y a une arrestation de 30 personnes, forcément il faut être protégé. Donc je suis forcément derrière eux et à côté d'eux et il faut que je fasse attention à ma sécurité. Eux, en même temps, font attention à ma sécurité. Donc, je suis vraiment dans l'action. Je suis en témoin privilégié, en fait, mais dans l'action. Donc, il y a forcément des risques. Et donc, les risques, je les vois, en fait. Ça reste des actions qui sont armes au poing. Donc, il faut faire attention. Après, la gendarmerie, il y a d'autres sujets aussi. Il y a des violences intrafamiliales. Il y a plein de sujets qui sont des sujets aussi importants et lourds. Mais je suis un témoin privilégié, donc je vois comment ils travaillent, la façon dont ils traitent les affaires et finalement toute la partie administrative qui est très très lourde et qui les empêche parfois d'aller sur le terrain et d'avoir cette mainmise, justement cette omniprésence dans les rues et dans les villages. C'est quelque chose quand même qui est pas simple aujourd'hui, je trouve. On a à la fois un regard parfois vers la police ou la gendarmerie, les forces de l'ordre, j'allais dire en règle générale, j'inclus même les pompiers à l'intérieur, à la fois dithyrambique dans certains moments, dans d'autres moments on a le sentiment que la société les déteste. En même temps, ils font partie de cette société. Je pense quand il y a des répressions de manifestations, les lois pour lesquelles on manifeste, parfois certains d'entre eux ont envie de manifester mais font leur travail en même temps de l'autre côté. Mais généralement, les forces de l'ordre ont plutôt une très belle image auprès des publics. Après, c'est cristallisé, c'est très politique, hein, c'est très cristallisé par certains politiques qui en l'occurrence, qui disent la police tue. Enfin, on peut pas dire ça en fait. C'est comme si on disait l'homme frappe sa femme. Non, en fait, ce sont des cas isolés, mais même s'ils sont nombreux, ça reste des cas isolés. Donc, on peut pas faire des généralités, on peut pas dire ça, on peut pas jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre et de certains politiques qui eux se font sécuriser, qui sont sécurisés toute la journée par des services de sécurité. Donc, il y a un moment donné, c'est très compliqué. Après, qui est ce qu'on dit, des brebis galeuses, des gens qui outrepassent, bien sûr, mais il y en a dans tous les métiers du monde. Malheureusement, il y en a dans tous les métiers. Donc, c'est pas plus la police que certains commerçants qui fraudent ou certains commerçants qui utilisent la guerre en Ukraine pour augmenter leurs prix. Enfin, voilà, il y a malheureusement des gens malhonnêtes partout ou des gens qui outrepassent leurs prérogatives partout. Donc, il faut juste faire attention. Mais on sait que, en tout cas, la police, le regard qu'ont la police sur la gendarmerie et sur la police, c'est d'être content qu'ils soient là quand ils ont besoin d'eux, en fait. Quand vous appelez forcément le service de secours, la police est là. Mais à force de taper sur les forces de l'ordre en général, qui sont souvent blessées, voilà. D'abord, on pense que on tape sur les manifestants. C'est pas tout à fait vrai, parce que, alors oui, il y a toujours des, entre guillemets, ce qu'on appelle des balles perdues, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Mais c'est surtout des gens qui viennent chercher la castagne, qui sont plus réprimandés que les autres. Et après, ça pleure en disant oui, ils ont été méchants. Bah oui, mais vous aviez un marteau, donc forcément, il y a un moment donné, la violence, elle est parfois disproportionnée parce que on est dans l'action et que c'est compliqué, c'est très compliqué quand même de veiller à la sécurité des gens quand vous êtes attaqué par des black blocs ou des gens qui veulent en découdre. Donc ça, c'est très compliqué, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est l'engagement de ces gens au quotidien. Je dis, vous vous rendez compte, quand vous sortez de l'école de police, vous êtes armé toute la journée, et il y a un moment donné, il va falloir sortir votre arme à feu pour stopper quelqu'un ou tirer dans les jambes ou arrêter quelqu'un qui fait un délit de fuite. Vous vous rendez compte psychologiquement comme c'est violent, c'est ultra violent en fait. Il y a des policiers qui n'ont jamais sorti leur arme à feu, à part pour tirer, pour s'entraîner au tir, mais le truc il est très difficile. Difficile à... J'en discutais il y a pas longtemps avec un militaire qui disait, moi quand je sors mon arme, je suis face à un ennemi identifié, je suis dans un terrain hostile, je suis prêt à ça. Ouais. Il disait, je suis pas en France, dans une gare que je peux traverser dans 2 heures en civil, que je vais traverser là en uniforme avec mon arme et dans laquelle je vais tirer. C'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que moi j'appelle
le policier du quotidien, et vraiment je leur tire mon chapeau et j'ai beaucoup de respect pour leur travail, c'est de dire que vous êtes père de famille ou mère de famille et que un matin il va vous arriver quelque chose, vous allez devoir sortir votre arme pour protéger quelqu'un et tirer sur quelqu'un. C'est d'une violence sans nom. Et ce sont pas des gens qui gagnent 6 000 € par mois, ce sont des gens qui qui ont parfois du mal à joindre les deux bouts, parce que ça reste un métier qui est pas très bien payé, mais c'est un métier d'engagement. Et je crois que les gens ont oublié ça. On risque sa vie tous les jours. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas si vous allez rentrer le soir. Vous n'êtes pas dans un bureau, vous n'êtes pas dans une boîte, vous n'êtes pas c'est très compliqué quand même. Avec la peur, les menaces, avec la peur qu'on touche à vos enfants, qu'on touche à votre mari, qu'on touche à votre maison, qu'on touche à vos proches. C'est compliqué quand même aujourd'hui. Alors que ces gens sont là pour notre sécurité. Et c'est bien d'en parler, et c'est bien de montrer que, en tout cas, la majeure partie de la société est consciente de cet engagement au quotidien. T'as quand même une vie à 2000 à l'heure. Oui. Et t'as réussi à, en plus de ton boulot, en plus de la vie de famille, à rajouter ces 2 casquettes-là. Oui. Je sais qu'il y en a d'autres aussi un peu cachées, mais t'arrives à bien composer, du coup, à réussir à avoir du temps là où tu veux, avec ta famille, avec le boulot, avec ces engagements à côté. Le problème, c'est que, c'est ce que je dis tous les jours, je dis, moi, je fabrique une émission tous les jours de 3 heures à la radio, et le soir, quand je sors, en fait, il ne reste rien. C'est-à-dire que le lendemain, je recommence avec d'autres sujets, d'autres spécialistes, et en fait, on ne fabrique rien, on ne crée rien, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cette notoriété? Qu'est-ce que je vais faire de ce métier? Qu'est-ce qui me restera plus tard de dire, t'as fait une émission de télé, ou oui, ok, ça va rester comme la méthode Coué ou dans d'autres émissions que j'ai faites, mais qu'est-ce qui va rester de moi, de l'engagement? On m'a donné. Oui, ce que tu veux dire, c'est que ce qui va rester, c'est la notoriété, mais en soi, c'est pas. Oui, c'est. Dans 10 ans, personne ira revisionner tous les épisodes en disant c'était génial. J'ai juste dit pendant 3 heures, j'ai fait une émission qui aujourd'hui sera changée par celle de demain et puis celle d'après-demain, et voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va rester de ça? Moi, on m'a offert, et ça, c'est le public, les Français qui me l'ont offert, cette notoriété. Puisqu'ils m'ont regardé, donc c'est grâce à eux aujourd'hui que j'existe, en tout cas médiatiquement parlant. Ouais. Et je me dis, à un moment donné, il faut que je leur rende. C'est-à-dire que ce qui m'a été donné, d'avoir une vie agréable, d'avoir pu monter une boîte, d'avoir pu m'engager, d'avoir pu faire ce que je veux, parce que j'ai quand même accès, quand on est une personnalité, on a quand même accès à pas mal de choses, il faut que je leur rende d'une manière ou d'une autre. Et là, on est dans la notion du bien commun, de dire il faut que je remette cette notoriété au service de gens en disant je vais les aider, je vais leur trouver des solutions. Si eux ne peuvent pas pousser des portes, je vais les pousser pour eux. Parce que moi, je décroche mon téléphone et je dis bonjour, c'est Cécile de Manibus. Forcément, on m'écoute plus que si vous êtes une personne qui n'est pas connue. Oui. Où là, vous êtes obligé d'envoyer des mails et vous attendez 2 mois et 3 mois. Moi, quand je suis pas contente contre quelqu'un ou contre une société, je l'interpelle sur Twitter. En 2 secondes, on me rappelle. Parce que j'ai une force de frappe sur les réseaux sociaux, parce que voilà. Donc cette notoriété, il faut qu'elle serve. Pas seulement qu'à moi, mais elle serve aux autres. Et qu'à un moment donné, c'est un échange. On m'offre une jolie vie, et j'essaye d'offrir aussi une jolie vie à ceux qui ont besoin et qui m'interpellent en disant est-ce que tu peux m'aider là? Est-ce que tu peux me faire une vidéo? Est-ce que tu peux machin? Est-ce que tu as un contact? Voilà. Et donc je passe ma vie à faire ça. Alors c'est fatigant, c'est chronophage, mais ça me paraît en tout cas, quand je me réveille le matin, quand je me couche le soir, je me dis, ok, là, il s'est passé quelque chose. Alors, je suis jamais très contente de moi. Forcément, j'ai toujours envie d'en faire plus, mais à un moment donné, ça, c'est ton la côté réalité. exigeant. Ouais, mais la réalité fait que il faut aussi, c'est ce que je dis aux gens, pour aider les gens, il faut aller bien, en fait, et être en forme. Le jour où vous n'allez plus bien, vous pouvez plus les aider. Donc, je maintiens cet équilibre je peux jusqu'à un certain point. Après, le week-end, je vais dans ma maison de campagne et là, je jardine, je retape des meubles, je fais des trucs qui sont à l'encontre de ce que je fais la semaine. Il y a une espèce de magie, il y a rien d'intellectuel. Je regarde pas les infos, je regarde pas les journaux, je me déconnecte totalement de la vie à l'extérieur. Et donc t'arrives à avoir ces moments de ressources aussi importants. Mais c'est obligatoire. Sans ça, c'est pas possible. Pour moi, je sors de mon corps de Cécile de Manibus. D'ailleurs, je dis aux gens, je deviens la fermière, je deviens la locale, je deviens je suis pas coiffée, pas maquillée, je suis moi-même totalement naturelle. D'ailleurs, si les gens me croisent, ils me reconnaîtront pas, je pense, mais mais je sors de ce costume de Cécile de Manibus. Je deviens
Cécile, tout court. Voilà. Et ça me Moi, la ressource. première fois que je t'ai croisé, t'étais pleinement Cécile de Minibus, t'étais dans les coulisses de la nuit du bien commun. Au début, à Mogador, où j'étais un illustre anonyme, puis petit à petit, je suis rentré dans l'organisation. Et donc, la dernière à l'Olympia, avec ses feux du projecteur. Est-ce que pour toi, c'est aussi une forme d'engagement quand tu vas lancer un peu ces associations sur scène, aller chercher des dons pour eux? Alors oui, et c'est surtout un énorme trac. Parce que l'enjeu, il est incroyable. C'est pas une soirée d'un constructeur, où tu présentes une soirée. C'est de dire, en fait, le financement de ces associations, outre ce que eux proposent, c'est de se dire, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand ils demandent 50, 60, 70 000, 100 000 euros, mon travail, c'est d'aller les chercher, ces 100 000 euros. Donc, c'est pas juste présenter une soirée. C'est d'aller au contact des entreprises et trouver des subterfuges, par la drôlerie, par ce que tu vas dire, parce que tu vas aller chercher. Eux, ils ont déposé, tout sur le stage, quoi. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas le concept de la nuit du bien commun, donc les associations, elles ont 3 minutes pour pitcher sur scène, et ensuite les donateurs peuvent faire des dons par un système de paliers. Donc c'est à ce moment-là que Cécile rentre en jeu, et en animant la levée de dons pour que les gens se disent, ok, j'ai été touché par l'émotion, et comme tu dis, après, faut les tenir en haleine. Après, faut argumenter, il faut aller les chercher. Je sais pas si tu te souviens, il y a 3 ans, j'ai même attrapé un enfant que j'ai vendu. Oui. J'ai vendu un enfant. Alors, vendu un enfant est toujours chez ses parents. J'ai vendu un enfant d'un de ses donateurs. Mais en fait, il faut aller chercher l'argent, aller solliciter les gens, aller créer l'émotion, l'emballement, monter la pression pour que finalement, à la fin, quand il manque 10 000 euros, 5 000 euros, dire allez, 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais si on le partage dans toute la salle, on sait que ça va créer quelque chose chez les gens. C'est aller chercher aussi l'émotion et le partage. Donc c'est un énorme travail. On se rend pas compte, c'est pas à juste animer un truc où vous avez des fiches et où tu as un prompteur et tu lis ton prompteur. C'est pas du tout ça. C'est de dire, on est la super VRP de chaque association. Et on dit, je veux récolter cet argent, je veux que ça fonctionne. Donc on y arrive à 98%. Parfois, c'est un peu triste parce que on se dit, oh là là, on aurait aimé avoir plus. Et puis, certains demandent X milliers d'argent et on arrive à leur avoir le double, ce qui est dingue. Mais derrière, les yeux des enfants, les yeux des bénévoles, les yeux même de ceux qui ont donné, il y a une espèce de d'émulation dans cette salle qui est, alors on est tous vidés à la fin, on a tous envie d'aller, de se prendre dans les bras et d'aller se coucher. Mais franchement, j'ai rarement rencontré cette tension, passion en même temps, et de dire, ça commence à telle heure jusqu'à 1h du matin. Et moi, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, je me levais à 3h du matin pour faire la matinale. Et je m'en fichais complètement. Je me disais, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut que le projet soit rempli. Il faut que ces associations aient l'argent dont elles ont besoin pour s'agrandir, pour réaliser leur projet, qui est au nom du bien commun. Et c'est magique. Est-ce que tu te souviens la première fois, du coup, que tu as eu un échange, je sais pas d'ailleurs, c'était Thibaut Stanislas ou quelqu'un d'autre? Je me souviens très bien. Tu as pitché le concept, et qu'est-ce qui t'a fait basculer? D'abord, j'étais avec Patrick Roger, qui est le directeur général de Sud Radio, qui m'a dit, tu vas voir, c'est formidable, c'est génial ce qu'ils font. Donc, je l'ai suivi en disant, OK, quand Patrick me dit un truc, moi je... A priori, hyper positif. Normalement, c'est ça hyper va être positif. sympa. Et puis on l'a fait tous les deux. Lui, il est très journaliste. Moi, je suis très dans la salle. Moi, je vais toucher les gens, Et je me suis dit, il faut aller plus loin dans le concept. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au combat, à la bataille. C'est ça une association, en fait. Il faut au combat et à la bataille tous les jours, même si c'est une bataille positive et même si le mot doit rester très positif. Et je me suis dit, il faut qu'on change de prisme. Il faut pas qu'on soit sur scène, en fait. Et moi, aujourd'hui, quand je parle à des chefs d'entreprise, je dis toujours arrêtez d'être sur scène. On est dans un monde de 2.0, voire de 3.0. Et il faut qu'on arrête de présenter des événements en 1.0. Voilà, on envoie une information et les gens sont dans la salle. Ils attendent. Voilà, et les gens dans la salle attendent qu'on les sollicite pour lever. Et je me suis dit non, il faut qu'on soit dans la salle en fait. Il faut qu'on fasse corps et qu'on fasse qu'un en fait. Et pendant toute cette première fois avec Patrick, je me disais il faut que je leur dise ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on parce que moi je suis sur le terrain. Quand je suis dans la salle, je suis sur le terrain. J'entends ce que disent les gens.
Je les vois en fait, et quand je suis dans la salle, ils bougent. Tu vois tu vois, ils se retournent parce que je suis derrière et que je dis des bêtises, parce que je vais au milieu des rangs, parce que je discute avec les gens. Tu montes au premier balcon, au deuxième. Je cours au premier, au deuxième, donc il y a un spectacle dans le spectacle en fait. Et il faut que les gens qui donnent aient envie de donner, mais aussi par la joie, par l'émotion, faut qu'on arrête de parler d'argent pur en fait. Faut qu'il y ait un échange, faut qu'ils se sentent concernés, faut qu'on les mette en valeur, faut qu'on aille leur parler, faut que ils deviennent non pas qu'acteurs au travers de leur porte-monnaie, mais acteurs sur place, qu'on les identifie, qu'on se dise merci monsieur, qu'on les remercie, qu'on aille sur place, une main sur l'épaule. Enfin voilà, on est dans cette veine-là des choses. Et moi, ma vie, elle est comme ça en fait. Moi, ma vie, c'est de mettre ma main sur l'épaule de ceux qui en ont besoin et de dire on va trouver des solutions, parce qu'on les trouve toujours des solutions. Et je dis toujours aux gens, je leur dis, vous savez, vous êtes face à un problème. Quand le problème arrive, c'est une montagne. Vous dites c'est 8000 mètres de haut, c'est l'Everest en fait. Et quand vous allez mettre le problème un petit peu de côté et que vous allez réfléchir en disant ok, je vais le mettre de côté, je vais voir. 2 jours après, la montagne elle est moins haute. Parce que justement, vous commencez à réfléchir, à mettre des choses en place, à dire voilà. Et en fait, c'est comme ça que je travaille moi. Et entre la première édition et la dernière édition, le changement, c'est le jour et la nuit en fait. Parce qu'à chaque fois, je leur dis tiens, on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait organiser ça. Moi, j'ai plein d'idées. Comme je n'ai pas fait d'études avant de refaire Sciences Po il y a 6 ans, comme je n'ai pas mon bac, je n'ai pas fait d'études, j'ai travaillé que par le système D, en disant je n'ai pas la solution, mais je vais la trouver d'une manière ou d'une autre. Donc, au lieu de faire d'un point A à un point B, je vais faire A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, et puis je vais trouver finalement le point B. Mais dans cette trajectoire jusqu'au point B, je vais rencontrer des problèmes, des gens, des situations différentes qui vont me nourrir pour les prochains. Et moi, je vole en fait. Je passe mon temps à voler les gens. Je leur vole plein de choses, je regarde comment ils vivent, leur travail, hop, je stocke, et ça me sert à un moment donné pour d'autres, en fait. Je prends, je donne, je prends, je donne. Et quand un de mes clients, parce que j'ai une boîte de com, me dit, tiens, j'ai tel problème, je dis, attends, là j'ai une idée, je vais te connecter avec un tel, machin, voilà. C'est comme ça que je travaille, en fait. Et ça m'amuse, c'est drôle. Et c'est drôle parce que on construit, c'est un jeu de Lego. C'est vraiment un jeu de Lego en disant, je vais mettre ce Lego avec lui parce qu'il va bien, là, je vais faire ça, là, c'est un petit peu branlant, je vais rajouter un tel. Et finalement, on crée des synergies avec les gens. Et du coup, le jeu de réseau, c'est quelque chose que tu fais aussi, je sais, beaucoup à côté. Comment ça t'est venu cette idée de se dire, en fait, il y a un moment, c'est peut-être pas moi qui vais pouvoir résoudre les choses, mais par contre, ces 2 personnes, si elles se parlent, comme tu dis, elles vont pouvoir construire leur propre château. À quel moment tu t'es dit, en fait, je vais y passer du temps? Parce que c'est encore une nouvelle casquette que tu rajoutes aussi dans le temps. Et là où moi je trouve ça en fait toujours fascinant, cette capacité que les gens ont à faire du réseau, à en faire qui n'est pas directement à leur service, mais au service des autres, en disant tiens, en fait, tu connais un tel, ensemble vous allez faire quelque chose de génial, puis on va finir par disparaître de l'équation. C'est comme quand on arrive à faire se rencontrer un copain, une copine, ils se marient, ils vivent leur vie, et puis après l'histoire commence pas par en fait au départ c'est machin qui nous a présenté. C'est ça, c'est ça. Comment tu t'es dit, je vais y consacrer du temps? D'abord, moi, j'ai toujours été... moi, ce que je vends avec ma boîte de com, c'est un problème, une solution. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de com qui vont vous faire des slides, des dossiers de 70 pages qui vont vous présenter. Moi, je ne sais pas faire ça et je ne veux pas faire ça. Moi, on m'appelle en me disant, voilà, mon problème, c'est ça. Il faut que je trouve une solution. Et la solution, il faut que je la trouve en moins d'1 heure. En disant, OK. Et quand je vais chercher la solution, je ne dis pas, un tel a besoin de vous. Je dis, un tel a besoin de vous et voilà ce que ça va vous apporter. Parce que j'ai déjà, dans ma tête, je me suis déjà dit, voilà, vous allez apporter quelque chose à quelqu'un, mais vous allez pouvoir vous en servir en matière de RSE, en matière de business, en matière de réseau, en matière de plein de choses. Vous allez pouvoir revendiquer ce que vous venez d'offrir à cette personne. Voilà. Et on va créer des synergies. Et aujourd'hui, je crée des synergies d'entreprise qui leur permettent de diversifier pour certains leur secteur d'activité. En l'occurrence, j'ai un de mes clients qui faisait de l'automobile, de la vente neuve et d'occasion. Et 1 an et demi avant le Covid, je lui ai dit, tu sais Christophe, si demain il y a un problème sur ces secteurs d'activité, tu meurs. Même si aujourd'hui tu as un gros groupe, tu meurs.
Et je lui dis, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on crée des ponts avec d'autres entreprises. Je lui ai dit aussi, aujourd'hui, tu n'as pas les moyens d'être ISO 26000, parce que ça prend du temps. Je lui dis, il faut que je te marie avec norme, du coup, des sociétés vertes. Voilà, trouver des ponts avec des sociétés qui sont vertes, parce que tu peux justifier d'avoir des partenaires qui sont ISO 26000. Tu peux. Voilà. En fait, ce sont que des contreparties. Vous travaillez ensemble sur des sujets qui vous rapportent de l'argent, mais vous servez aussi les uns les autres, vous vous appuyez les uns les autres sur des sujets que vous ne pourrez pas développer pour une question de temps, pour une question d'employabilité, pour des questions multiples. Et en fait, c'est de faire fonctionner les synergies. Ça sert à rien de dire oui, bonjour, est-ce que vous pouvez rencontrer un tel ? Pourquoi lui plus que moi ? Donc, avant de faire ça, moi, j'anticipe en disant qu'est-ce que ça va lui apporter ? Ça. Voilà ce que ça va vous apporter. Voilà, le fait de lui filer un coup de main, derrière, ça va vous ouvrir tout le champ des possibles. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais il faut que ce soit un problème, une solution. Et la solution, c'est quoi tes clés pour se créer un réseau ? Pour les gens qui nous écoutent et qui diraient, tiens, mais moi, j'ai pas de réseau, je pourrais pas faire ça, ou ça m'aiderait si j'avais du réseau. C'est quoi les 2-3 clés que tu donnerais pour se faire du réseau ? D'abord, je pense que c'est mieux se connaître soi-même. Tu sais, quand j'ai arrêté avec TF1, enfin, quand c'est eux plutôt qui ont arrêté avec moi, soyons clairs, avec nous, j'ai fait 5 ans de désert médiatique. Donc, j'avais plus d'émissions, j'avais plus rien, et je me disais, alors, je ne comprends pas. Je suis connue, donc je fais partie des animatrices les plus connues. Je sais à peu près tout faire. Je sais faire du direct, je sais lancer des plateaux, je sais ci, je sais ça. Pourquoi on ne m'appelle pas ? Et donc, je suis partie 6 mois à Las Vegas pour être sûre de me reconnecter avec moi-même. Donc, je n'aime pas, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je n'aime pas les boîtes de nuit et je n'aime pas le jeu. Donc Las Vegas, c'était la ville parfaite. C'était idéal. Personne ne travaille, on vient pas en famille, enfin, donc c'était l'idéal pour s'ennuyer. J'entends bien, pour s'ennuyer. Ce qui n'est pas la décision de base quand on se dit, tiens, si j'allais m'ennuyer quelque part sur la planète. Voilà, donc pendant les 3 premiers jours, je me suis dit, bon, au bout de 3 jours, j'avais envie de rentrer, je me suis dit, tu t'es donné 6 mois, tu restes 6 mois. Et te reconnecter avec toi-même en te disant, quelle est ma vérité en fait ? Qu'est-ce que je suis vraiment ? Pourquoi les gens ne veulent pas de moi ? Qu'est-ce qui fonctionne pas ? Pourquoi on vient pas me chercher ? Pourquoi ça me paraît pas évident de dire, bah tiens, on va prendre Cécile de Ménibus pour faire le séminaire de machin, pour faire telle émission ? Pourquoi ? Parce que je n'avais aucune expertise. De rien. C'est quoi mon expertise ? Je ne suis pas spécialiste comme Stéphane Plaza de immobilier. Je ne suis pas spécialiste des fringues comme Cordula. Je ne suis pas spécialiste de machin. Je n'ai aucune spécificité. Je sais tout faire. Et rien. Donc, quand vous savez tout faire, vous ne savez rien faire. Généraliste. Voilà. Donc, vous ne savez rien faire. Qu'est-ce que moi, je peux apporter ? Donc, je me suis recadrée en me disant, donc, je vais faire des études pour m'apporter une compétence sur la communication, sur plein de choses. Et je vais aller rencontrer des gens. Et je vais vendre une expertise simple. Quand vous êtes un supermarché, avant de vendre, ou quand vous êtes un magasin, vous faites du multimarque, mais c'est compliqué parce que c'est quoi ? Vous vendez quoi ? Vous vous adressez à qui ? Voilà. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous savez que vous rentrez dans une boulangerie. Quand vous rentrez dans un magasin de fringues, vous savez que c'est un magasin de fringues. Mais quand c'est un magasin qui fait un peu de fringues, un peu de machin, tu vous dire, mais en fait, est-ce que ça veut dire que c'est de la mauvaise qualité ? Est-ce que voilà, c'est un peu le même problème. Donc, il faut déjà être sûr de ce que l'on vend soi-même. Et quand on est sûr de ce que l'on vend, on vend une expertise. Mon expertise, où je sais que je peux vous aider, c'est ça. Et si vous mettez en avant cette expertise, forcément, les gens viendront vous chercher pour votre expertise. Et moi, je dis toujours aujourd'hui, il faut arrêter de travailler sur le métier. Parce qu'en fait, vous avez une expertise qui peut être transversale sur plein de métiers. Et ça, c'est encore plus vrai dans les métiers de type la communication. Où mais là, bien pour sûr, le coup, mais même un boulanger. Un boulanger qui fait de la pâtisserie et de la boulangerie, il peut ouvrir une boulangerie, il peut être prof, il peut travailler sur plein de sujets, dans une industrie, dans plein de choses. Ouais, même donc, avec les paysans boulangers aujourd'hui, il peut être agriculteur à côté. Exactement. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, et quand j'en parle avec certains ministres, je leur dis, traitons le sujet par l'expertise. Quelle est votre expertise ? Et votre expertise, vous pouvez l'offrir à plein d'entreprises différentes. Donc, et l'expertise, une fois que vous l'avez, vous l'éditorialisez si vous voulez bosser dans l'industrie, si vous voulez bosser dans les médias, si vous dites aux gens, je suis journaliste. Bah oui, mais journaliste de quoi ? Est-ce que vous faites du cinéma ? Est-ce que vous faites de l'industrie, de l'économie ? C'est quoi votre expertise ? Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous interviewez ? Est-ce que vous allez sur le terrain ? Où est votre expertise ? Et en arrivant à trouver son expertise, on va venir vous chercher. Parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On cherche une aujourd'hui, expertise. dans toutes tes casquettes, c'est quoi, toi,
Ton expertise, la fine lame de Cécile de Ménibus. Un problème, une solution. Tout de suite. Dans plein de sujets. Voilà. Dans la radio, là j'ai une émission par exemple sur l'emploi dans mon émission. Avant on faisait venir des entreprises. Je dis non, la solution c'est de faire venir quelqu'un qui cherche du travail, qui a un problème, qui ne trouve pas de travail. Donc on va monter une émission et on va le mettre devant des entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par le profil et on va lui trouver une solution tout de suite. En disant, voilà, vous allez rencontrer ces 4 entreprises. Sauf que si lui envoie son CV, il va l'envoyer et ce sera parmi je ne sais pas combien de milliers de CV et il sera inexistant. Là, moi, je lui permets d'être à l'antenne, de déballer son CV, où là, je vais lui dire, là, vous pensez pas que c'est un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Et derrière, la deuxième heure, vous êtes face à des entreprises. Et généralement, il a 4 rendez-vous. Et toutes les personnes qu'on a fait passer ont tous du boulot derrière. C'est ça le truc, c'est de trouver des solutions. Les gens ont envie de solutions. Ils n'ont pas envie de dire ah oui super. Moi je suis pas là pour commenter l'actu. Il y a des gens pour le faire. J'ai envie d'avoir des trucs en disant donnez-moi la solution. C'est quoi votre truc aujourd'hui? Voilà, quand je parle à ma mini, je dis c'est quoi? Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Tout de suite concrètement aux gens là. Voilà, et c'est mon expertise. Avec la nuit du bien commun, c'est le problème, on cherche de l'argent, tout de suite on trouve des solutions. Ce que j'étais en train de dire, l'analogie était parfaite. J'ai des porteurs de projets, ils ont besoin d'argent, voilà. Il y a des gens qui ont de l'argent, on va faire le pont. Voilà, j'ai besoin d'une solution concrète tout de suite. On vit dans une société d'instantanéité. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps d'attendre parce qu'il faut payer ses fins de mois. On n'a plus le temps d'attendre parce qu'il y a plein d'entreprises qui se cherchent des expertises et qui les trouvent pas. Voilà, il faut que ce soit maintenant. C'est pas dans 2 mois où on va avoir des communicants qui vont réfléchir, même si je leur jette pas la pierre. Je dis, les entreprises veulent machin tout de suite, puisqu'on est dans une crise perpétuelle en matière de communication, en matière d'emploi, il faut des solutions tout de suite et concrètes. Voilà. Là, je suis en train de déployer pour les foyers monoparentaux avec des entreprises sur le problème de la mobilité. Et je me dis, aujourd'hui, la mobilité, le 2e poste le plus important du foyer. Sauf que, entre les ZFE, les zones à faible émission de certaines grandes agglomérations, 11 agglomérations en France, où bientôt, les voitures critères 5, 4, 3 ne pourront plus rentrer, on va faire quoi avec ces gens-là? On va dire quoi à ces foyers monoparentaux, que ce soit les hommes ou les femmes, de dire, votre voiture qui a 10 ans, elle pourra plus rentrer. Vous pourrez plus rentrer en centre-ville. Ouais, c'est l'arrêt à la culture, c'est l'arrêt aux grandes villes. Voilà. Et donc là, l'adage de Louis Finesse, les riches, c'est pour être très riches, les pauvres, très pauvres. Moi, j'ai trouvé des solutions. Donc, j'ai pris 3 partenaires. Donc, c'est BNP Paribas et Groupe 1807 et FlexFuel qui fait des boîtiers au bioéthanol. Je leur dis, voilà, je veux que vous me trouviez une solution de voiture pas chère, de moins de 3 ans. Donc, on trouve un tarif qui est le plus bas du marché, ça n'existe pas, où ils achètent leur voiture sur 10 ans. L'entretien est gratuit sur 10 ans, ce qui est quand même dingue. Garantie 10 ans la voiture. Et ils ont la possibilité de la racheter au tarif de 1 loyer de voiture. C'est-à-dire que pour 167 €, vous pouvez racheter la voiture. On vous achète votre voiture, la vieille, on vous met un boîtier éthanol, on vous donne des cours pour moins consommer, enfin voilà. Et ça, personne ne le fait. Et là, on va sortir le communiqué de presse va sortir dans 3-4 jours. Personne s'est dit, il faut les aider, ces gens-là. Donc, ils ont une voiture qui est invendable parce qu'elle vaut rien. Donc, nous, on va leur reprendre. Il n'y a pas d'apport d'argent. Et on va dire, pendant 10 ans, vous allez rouler avec une voiture sécure. C'est un sujet de sécurité routière. C'est un sujet de pouvoir d'achat. Et c'est ça, un sujet social, en fait. Et personne ne l'avait fait. Et donc, nous, on va le mettre en place. Voilà. Comment t'as découvert qu'il n'y avait rien sur ce sujet-là? Parce que j'ai regardé, en fait, moi, en tant forcément pilote automobile, les sujets de mobilité, c'est des sujets qui m'intéressent. Et puis, pour ceux qui l'ont pas, ça fait encore une nouvelle casquette dans la vie de Cécile. Elle a été pilote automobile. Je vous le livre, ça va peut-être sortir un moment. Elle a écrit aussi un livre. Ouais. Et en fait, je fais de l'automobile tous les jours à la radio. Le jeudi soir, j'ai une émission d'automobile et je sais ce que ça coûte. D'abord parce que je suis issue d'un foyer monoparental, donc je sais ce que c'est d'être avec un parent et des enfants. Et je sais ce que c'est que le poste. Aujourd'hui, le poste voiture, il est colossal, il est énorme. C'est hors de prix. C'est le loyer et derrière la voiture. Sauf que, très bien, le transport en commun à Paris, mais ce qui n'est pas le cas partout. Donc, on est bien obligé de se servir de sa voiture. Sauf que moi, je croise des voitures quand je suis en région qui sont des tombeaux ouverts, en fait. Les voitures, elles sont en mauvais état. On sent qu'ils n'ont pas les moyens de la faire réviser. Enfin, on peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les aide. Et il faut qu'on baisse le prix de cette voiture pour gagner du pouvoir d'achat. Parce que c'est pas possible. Déjà, le loyer plus ça, c'est déjà la moitié du salaire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'engage. Donc là, on déploie des choses. Et là,
Je le déploie avec les régions, la région PACA, avec la région Normandie. Je vais le déployer avec les autres régions. Je vais le déployer avec le ministre des Solidarités, avec la ministre de l'égalité femmes-hommes, parce que tout le monde veut s'emparer là. Et du coup, Emmanuel Macron en a parlé dans son allocution, parce que c'est un sujet mais qui est primordial. Il faut qu'on le prenne à bras de corps. Mais moi, je le prends. Je suis pas ambassadrice. C'est mon idée en fait. C'est moi qui l'ai créée et c'est moi qui bouscule les gens depuis 1 an et demi en disant je veux des solutions. Je veux des solutions parce que là, ça va être un problème. Et là, on arrive au bout. Je trouve ça fascinant parce que tout à l'heure, tu disais, dans ma vie, j'ai pas un parcours très linéaire. J'ai fait A1, A2, A3 pour arriver à B. Et en fait, on se rend compte à quel point tu utilises hyper bien les cases dans lesquelles t'es passé. J'ai le sentiment qu'il n'y a aucune case perdue. Non. A1, ça pourrait être ta famille parentale. A2, c'est ton passif de pilote. Ouais. A3, c'est la radio aujourd'hui. Les gars qui ont pas de boulot. On retrouve tout, en fait, à chaque fois. Tout a un lien, en fait. C'est-à-dire que je dis toujours, ma vie, c'est le tube de dentifrice. Tu sais, tu vas jusqu'au bout, en disant, on va aller jusqu'au bout des choses. Voilà, j'en parlais avec un de mes clients ce matin. Il me dit, toi, c'est hallucinant. On te donne un problème, tout de suite une trouble. Oui, il faut avancer, en fait. Si on veut que la société se transforme, si on veut que les gens arrivent à vivre correctement, si on veut qu'il y ait moins de violence de violence de vie et de violence dans la vie des gens et de l'énervement, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on donne envie. Moi, je dis à des politiques, je leur dis, mais quand vous proposez aux gens d'avoir un SMIC qui passe de 1250 € à 1500 €, c'est tout ce que vous leur proposez, en fait. C'est ça votre chemin de vie pour les gens. Moi, j'ai envie de leur dire, vous gagnez 1200 €, je vais vous expliquer comment on gagnait 3005. Je vais vous expliquer comment devenir entrepreneur. Je vais vous expliquer comment vous émanciper de ça, de trouver des moyens de sortir de ça. Vous trouvez des idées, vous montrer que vous avez une expertise, qu'elle est capable d'être vendue, en fait. C'est ça que j'ai envie de montrer aux gens, de les aujourd'hui, quand tu regardes élever. ces différentes cases là de ta vie, les envies que tu as aujourd'hui, le fait que tu te connais mieux, donc tu sais aussi, j'allais dire, c'est un peu ce serpent de mer, il va te servir dans quelques années. T'arrives à te projeter en te disant, est-ce que t'arrives à imaginer en te disant, tiens, la connexion de B3 et C7, ça va peut-être faire D11. Je me projette parce que moi, je suis profondément optimiste. Je vois toujours le petit côté de ciel bleu, même si on est en plein orage ou en pleine bourrasque. Je me dis toujours que moi, quand je ne parle jamais du passé, en fait. Le passé est révolu pour moi. Donc là, le présent, ce qu'on vit là, c'est déjà le passé pour moi. J'anticipe toujours en disant qu'est-ce que je vais faire demain. Et tout ce que j'entends, faut que je le transforme, faut que je le multiplie, faut que je me dise, voilà, ça peut aider, machin. Le truc, c'est que c'est l'anticipation. Qu'est-ce que je veux, en fait? C'est ça, c'est de regarder devant soi en disant, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une petite vie au quotidien, machin? Mais je suis pas sûre que c'est ce que veuillent vraiment les gens. Ils ont envie d'exister, ils ont envie qu'on les regarde, ils ont envie qu'on les entende, ils ont envie qu'on les écoute, ils ont envie qu'on leur parle. Moi, quand les membres du gouvernement disaient on entend la colère des gens, je leur disais arrêtez de dire on entend la colère des gens. Dites aux gens on vous écoute, en fait. Quand vous vous faites interpeller sur les réseaux sociaux, quand moi, il m'arrive de me faire insulter sur les réseaux sociaux, je discute avec les gens. Parce que ils vous insultent pas par hasard. Ils vous insultent parce qu'à un moment donné, ils se disent, on ne m'écoute pas, quoi. Donc, c'est la colère qui parle. Forcément. Donc, je dis pas qu'ils vous aimeront après, hein. Je dis juste qu'ils seront moins véhéments vis-à-vis de vous. Et au moins, on s'intéresse aux gens. L'indifférence, c'est la pire des choses. Être indifférent aux gens, être indifférent des gens qui dorment par terre, être indifférent de ceux qui se battent au quotidien et qui n'aboutissent à rien parce que personne ne les regarde, parce que personne ne les félicite, parce que moi, il n'y a pas une émission où je félicite pas mes équipes, où je fais pas, voilà, il faut, quand j'ai des cadeaux qui me viennent à la radio, je partage toujours avec mes équipes en me disant, voilà, il faut que tous ces gens-là, à un moment donné, on leur donne on les traite par leur expertise en disant, mais n'importe qui a une expertise. Comme je dis, arrêtez de dire que des gens sont des ouvriers. Ils ont une expertise. Si vous les traitez comme des experts, il y a une valorisation intellectuelle, forcément, et humaine. Un ouvrier, c'est pas un métier, en fait, ouvrier. Vous êtes ouvrier quoi, dans le bâtiment, sur une machine électrique, c'est comme sur un notre journaliste de tout à l'heure. C'est tellement exactement large que tu ne fais rien derrière. L'expertise, voilà. Revalorisons les gens et quel que soit votre métier, vous avez une importance qui est capitale.
N'importe quel métier. Il n'y a pas de métier plus intéressant que d'autres. Il y a des métiers qui sont mieux payés d'autres. Mais il y a à un moment donné, un métier manuel. Regarde depuis l'incendie de Notre-Dame. Les métiers de la main, ce que moi j'appelle les métiers de la main, sont revenus au goût du jour. C'est formidable. Tu vois, les menuisiers, tous ces gens-là, on laissait un peu de côté en disant, ce ne sont pas des métiers intellectuels. L'ancien graphiste de Bol, qui faisait du coup tous les vieux de la bien commun, change de voie là, et devient un menuisier. Justement. Et ben voilà. Ce sont des métiers d'art, voilà, d'art. Les gens qui construisent des immeubles, c'est juste fascinant en fait. C'est fascinant, c'est dingue. On se rend pas compte. Donc traiter les gens correctement. Moi je dis toujours, pardon, je vais être un peu vulgaire. À force de se faire traiter comme de la merde, on en devient en fait. Voilà. Et donc je dis toujours aux gens, traitez les gens correctement. Juste les traiter correctement et aller chercher leur valeur ajoutée, aller chercher leur expertise en disant, toi j'ai besoin de toi parce que il y a que toi qui sais faire ça. Voilà. Tellement de RH devraient l'entendre, parce que quand on voit la crise, notamment chez les jeunes et trentenaires, 30-40 ans, de sens dans le boulot, de je veux tout plaquer pour avoir un boulot qui a du sens, et on a le sentiment qu'il y aurait des boulots qui ont du sens et d'autres qui sont purement alimentaires. Et en fait, si on reprend je trouve les choses au niveau humain, et comme tu le dis très justement, de l'expertise personnelle, en fait, déjà ce qu'on fait au quotidien peut avoir du sens au-delà du grand sens qu'il y a derrière. Et pour certains, effectivement, le sens, ce sera leur action au quotidien. Pour d'autres, c'est peut-être la vision de l'entreprise, peut-être un peu moins ce qu'ils ont au quotidien. Mais on se rend compte à quel point nombre de métiers sont essentiels aujourd'hui. Oui, mais même moi, je travaillais avec des gens qui me disaient, faut voir avec les filles de la com. Je dis, mais elles s'appellent comment? Je sais plus. Et là, je lui disais, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, je ne peux pas travailler avec vous comme ça, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte de l'importance de ces gens, l'importance de leur engagement, l'importance, la première chose. Et je dis toujours aux chefs d'entreprise, est-ce que vous êtes heureux? Donc il y a certains, ils me disent, je me suis pas posé la question. Posez-vous la question. Si vous êtes, c'est ce qu'on appelle le ruissellement du bonheur. Si vous êtes heureux dans votre vie et dans votre travail, vous rendrez les gens heureux en dessous, parce que c'est communicatif en fait. Si vous faites la gueule tout le temps, vous aurez des gens qui feront la gueule tout le temps parce qu'ils seront stressés, parce que voilà, c'est de l'amusement. On peut très bien, quel que soit le métier qu'on nous fait, le faire dans le plaisir. Voilà. Quel que soit le métier que l'on fait, on peut le faire dans le plaisir. Après, ce qu'il faut, c'est que quand vous avez démarré dans un métier, c'est de ne pas y rester pendant 20 ans. Ça, c'était la société d'avant. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? C'est-à-dire qu'on vous dit à quelqu'un, j'ai besoin de toi là, maintenant, mais je sais que tu vas gagner en expertise, et donc je sais que tu vas monter les échelons, je sais que machin. C'est quoi la perspective aussi? Qu'est-ce que vous donnez comme perspective aux gens? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas bientôt arrêter la radio? Ça veut dire que, non, mais ça veut dire que, mais la radio, en fait, elle me nourrit tous les jours. Mais c'est ce que je dis aux gens. Je dis, moi, j'ai qu'une envie, c'est que vous preniez ma place. Et que moi, je fasse autre chose. En fait, c'est que je vous aide à grandir, vous prenez ma place, moi, je prends celle de quelqu'un d'autre, qui va prendre celle de quelqu'un d'autre, et qui, voilà. Et chacun va monter. Il faut que les gens montent. On démarre de base parce qu'il faut qu'on apprenne, mais ensuite, il faut qu'on monte. Ça pourrait être une super idée d'émission, un concept. Cécile laisse sa place avec cette idée, justement, aussi de transmettre l'expertise. Ouais. Parce que la transmission aussi, je trouve quelque chose qui manque parfois dans les rouages pour laisser de la place derrière. Comment est-ce qu'on applique aussi au quotidien le principe de subsidiarité pour laisser passer? Je pense pas mal à la chaîne que tu dois connaître, Hugo Décrypte, où maintenant il laisse de plus en plus la place à d'autres journalistes. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il est déjà dans un mécanisme aussi de transmission de ce que lui a lancé au départ et de comment ça progresse aussi derrière. Moi, je suis très pro transmission. J'avais travaillé quand j'ai fait mon Sciences Po, on travaillait dans une grande entreprise. Et il me disait, mais on a des très âgés, entre guillemets, et des très jeunes. Et c'est compliqué. Je lui dis, mais créez des binômes. Pourquoi vous créez pas des binômes de travail? C'est-à-dire que la personne plus âgée va transmettre le savoir du métier et la personne la plus jeune va transmettre le savoir de la communication, des réseaux sociaux, de tout ça en fait, de toute la numérisation et c'est ça qu'il faut créer. C'est-à-dire que c'est pas l'un qui va apprendre, c'est dans les deux sens en fait, ce sont des allers-retours. Donc vous allez pérenniser le travail de l'un et de l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va sortir ces deux mondes qui vont finalement n'en faire qu'un. C'est ça qui est intéressant. Moi, mon beau-père était un grand patron d'une grosse boîte, et quand il est rentré dans la boîte, il proposait à certains de ses salariés de se former. Et les gens disaient, est-ce que je vais pouvoir, c'est à Dijon, mais est-ce que je vais pouvoir déjeuner chez moi? Et donc mon beau-père leur répondait, non, puisque c'est à Dijon. Ah non, je veux pas. Ça c'est la réalité du terrain. Donc les gens habitent à 1 kilomètre de leur usine, et en fait, si l'usine ferme,
ce qui est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Donc, il a créé aussi, lui, des binômes en disant, on va, dans l'entreprise, je vais faire rentrer des jeunes. Et moi, je lui avais parlé de ça. Il m'a dit, ah, c'est génial. Dans l'entreprise, je vais faire rentrer des jeunes et on va les adosser à leur expertise à eux pour qu'il y ait voilà. Un passage de relais. Dans les deux sens, en fait. Et c'est comme ça que les gens ont pu trouver du travail ailleurs, parce qu'ils avaient une expertise du numérique, de plein de choses et de voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que je te donne, c'est un échange de bons procédés, en fait. C'est les principes aussi du reverse mentoring. C'est le troc, exactement. Ouais, c'est ça, c'est le troc. Je te donne des trucs, tu me donnes des trucs et on avance en binôme. Mais c'est quand même, c'est ce que je trouve génial, c'est le système du mentorat. C'est-à-dire, je t'aide, tu m'aides et on s'entraide. On n'a pas besoin d'attendre et le gouvernement et le machin. On peut s'entraider. Comment, finalement, les sociétés s'organisent en interne, sur le terrain. Il y a plein de gens, plein d'associations qui font ça. On s'entraide entre nous. Je te file une table, tu me files les chaises qui vont autour. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper intéressant. Je pensais justement au mentorat quand tu disais ça. Je pensais même, pour être exact, au reverse mentoring. Donc les jeunes, moi j'ai eu la chance de faire ça, des jeunes qui viennent accompagner des cadres plutôt seniors. Donc nous on arrive avec la fraîcheur de la jeunesse, mais du coup une expertise, une habitude du digital. Ouais. Que des cadres de 50 ans n'ont parfois jamais déployé, jamais utilisé, donc ils sont faits paumer sur ces sujets-là. Mais eux, ils ont une expertise de gérer une boîte, de gérer des collaborateurs, de management, c'est ça, de vision. C'est ça. Et on se passe de l'info mutuellement sur. Et c'est ça qu'on devrait, je pense, apprendre aussi dans l'éducation nationale, dans les écoles, justement, voilà, de travailler dans les classes par binôme, en fait, de dire c'est ton binôme. Lui, il est bon en maths, toi t'es bon en français. Et ben on va créer des binômes. Et vous allez vous renvoyer des trucs. Et c'est ça, en fait. C'est de montrer aux gens que, à plusieurs, forcément, on est plus fort. C'est juste ça. Voilà. On est plus fort parce qu'on est tous différents et on a tous des points communs. Et moi, je pense être parfaite, mais en fait, c'est pas vrai. C'est ce que je me dis, mais c'est pas vrai. Et en fait, de travailler avec des gens, elles vous apportent des choses, des idées. Et on peut travailler, voilà, en meute. On travaille en meute. Donc, il faut que, voilà. Et ça, c'est pour revenir à ce que tu disais dans le réseau tout à l'heure. Le réseau, c'est comme ça qu'on le fait. Ouais. C'est ce que tu donnes, ce que tu reçois. Hop, tu captes la personne en disant, ça, c'est marqué dans le marbre. Parce qu'on a monté un truc ensemble, tous les deux. Et puis ailleurs, et puis ailleurs, et puis ailleurs. C'est comme ça. Faut être malin, en fait. Faut être juste malin. Ouais, mais effectivement, je pense que pour le réseau, il y a l'angle de je me connais, je sais mon expertise, je sais ce que je peux proposer, l'aide que je peux apporter, ce que je peux vendre, comme tu le disais. Sans se mentir. Déjà, par honnêteté vis-à-vis de soi-même, puis je pense aussi vis-à-vis des autres. Et puis après, il y a effectivement le fait d'être un peu malin, de les ponts qu'on peut faire, ce qu'on peut réussir à ne serait-ce que partager, en fait, le temps d'une discussion, d'un moment et, peut-être construire, en fait, quelque chose, là, maintenant, mais peut-être ce sera, en fait, dans 10 ans, on se souviendra de ce café et on lancerait quelque chose. Absolument. Mais moi, j'ai sur le LinkedIn des gens qui disent est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis je peux juste vous aider à vous trouver, en fait. Voilà, à savoir qui vous êtes, parce que est-ce que je peux vous aider? Ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que je peux vous aider, mais vous aider à quoi, en fait? Je peux vous aider à comprendre là où ça pêche. Voilà. À comprendre là où, tu vois, l'autre jour je reçois de Pôle Emploi une proposition de formation pour travailler dans les rayons de chez Picard. Et là je me dis mais c'est pas tout à fait ton domaine d'expertise. Non, mais et c'est là où tu te dis, parce que moi je suis payée en partie par la radio en ce qu'on appelle intermittent du spectacle, et donc je suis au Pôle Emploi spectacle sur cette partie-là, et on m'envoie une proposition de formation pour ranger dans des rayons. Je dis, mais en fait, est-ce qu'on a bien compris qui on est? Quand je suis rentrée en France il y a 20 ans, parce que j'habitais 6 ans en Belgique, on me disait, vous avez été pilote automobile, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Chauffeur de taxi. Ben non, en fait, non. Enfin, voilà. Et là aussi, il faut qu'on se mette un petit peu au goût du jour et qu'on se dise, mais voilà, la réalité, c'est quoi? Apportons des vraies solutions à des gens. Des vraies solutions. Ne dites pas aux gens, tu peux prendre mon stagiaire, il est super. Non, c'est pas ça qu'il faut vendre. C'est, prends mon stagiaire, il est super, parce que voilà ce qui va te régler comme problème. Voilà. On anticipe déjà ce qui pourrait te régler comme problème, parce qu'il a une expertise là-dessus. C'est ça, la façon de vendre les gens, et de vendre les choses. Ça qui est intéressant. Mais pour ça, il faut s'intéresser à l'autre. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Intéressez-vous à l'autre, et allez chercher, ce qu'on appelle le karmique, quoi, l'atome crochu. Vous savez, l'atome qui vous correspond, en fait. Qu'est-ce qui me plaît chez l'autre? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Et osez surtout dire aux autres, attention,
Parce que là, tu dis une bêtise. Attention, tu fais une erreur. Attention, c'est pas ton meilleur profil. Attention, c'est pas ton meilleur argument. Attention. Faut T'as oser. cette vigilance avec tes équipes au quotidien dans la radio, à les mettre dans la bonne veine. Je leur dis toujours, moi je les remets toujours en question. Moi j'ai une stagiaire et je lui dis, mais est-ce que tu écris ce que tu lis dans la presse? Et qu'est-ce que ça veut dire ce que tu viens de mettre? Ça veut dire quoi ce mot? Ben je sais pas. Donc tu écris un mot que tu ne connais pas en fait. Je lui dis, t'imagines, pour ceux, nous on traite l'information tous les jours, donc forcément on est plus aguerri à l'information. Moi je traitais avant l'information comme n'importe qui, je lisais les journaux et voilà. Aujourd'hui je traite l'information. Donc je lui dis, mais tu vas dire ça. Tu penses que les gens qui sont dans leur voiture, qui ne sont pas au fait des termes politiques, il va comprendre ce que tu dis? Je sais pas. Bah, tu vas l'exclure, en fait. Je ne dis pas que les gens sont idiots. Je dis qu'il faut être extrêmement pédagogue. Parce que éviter de faire de l'entre-soi. Éviter, si demain, je parle avec un cheminot technique, au bout de 2 secondes, il va me perdre. Parce qu'il va me dire le BA13 multiplié par le machin, le truc, et je dis, attends, je comprends rien du tout. Donc, il faut un langage qui soit compréhensif ou compréhensible par tous. Il faut être extrêmement pédagogue et extrêmement, expliquer la parole politique ou la parole en général. Ouais, mais d'ailleurs, donc je la remets en question. Je dis, ça veut dire quoi? Je sais pas. Bah, regarde ce que ça veut dire. Explique-moi ce que ça veut dire. Je lui dis par exemple, c'était la décivilisation. Qu'est-ce que veut dire la décivilisation? Je ne sais pas. Donc ça veut dire que tu es en train d'expliquer aux gens dans un texte que finalement tu ne comprends pas, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc va m'expliquer, va me chercher ce que veut dire décivilisation. Et la première chose que moi je vais poser à l'antenne, à mon expert en disant, que veut dire décivilisation? Je veux comprendre ce mot. Je veux savoir d'où il vient, je veux comprendre. Pour que les gens soient au même niveau d'information que nous. Voilà. Et tout ça, il faut l'apprendre à tout le monde. Il faut vraiment l'apprendre. Ou elle écrit des choses, je dis, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, en fait. Il faut que ce soit clair. Les gens sont en voiture, ou en train de travailler, ou chez eux. Ils ne sont pas rivés sur leur radio en train d'écouter. Ils sont pas totalement conscients de ce qu'ils écoutent. Donc, faut être extrêmement simple dans ce qu'on dit, pour qu'ils puissent capter l'information tout de suite. Et arrêter de parler entre experts, parce que c'est pas intéressant. Et moi, mon travail, c'est de vulgariser la parole, en fait. C'est d'être Madame Tout le Monde. Donc, je ne suis pas journaliste. Je suis Madame Tout le Monde. Et quand je comprends pas, je fais hop, je comprends pas ce que vous dites là. Vous dites quoi? Parce que là, vous parlez c'est du charabia. Voilà, c'est juste ça. Et souvent, comme dans les métiers, comme dans la vie courante, on parle entre experts. Voilà. On n'est pas tous des experts du même secteur d'activité. Donc, il faut que la parole soit tu vois, c'est peut-être le audible. conseil qu'on donne le plus aux lauréats de la Nuit du Bien Commun. Parce que quand ils arrivent, ils ont une problématique, un sujet. Ouais. Ils savent en parler comme des experts. Et là, on leur dit, vous avez 3 minutes. Et en 3 minutes, les gens en face de vous vont peut-être littéralement découvrir cette problématique. Ils n'en avaient jamais eu conscience avant. Et en 3 minutes, il faut qu'ils l'aient compris. Et ça ne peut pas passer par des acronymes. Ça ne peut pas passer par une histoire complexe. Ouais, c'est exactement ça. Il faut des chiffres. Il faut toujours relier au terrain, en fait. Voilà. Le terrain, c'est ça. Les chiffres, c'est ça. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà, ça tient en une ligne. Voilà. Si vous arrivez à expliquer, je dis toujours aux gens, si tu arrives à expliquer en une phrase ton sujet, c'est que tu as tout gagné. Si tu es obligé de faire des machins, c'est que tu n'as pas compris et que c'est pas assez anglais, en fait. Que ce soit très anglais. Voilà. Merci Cécile pour cet échange fabuleux. Merci. Je resterai bien encore des heures à parler avec toi. Mais c'est très gentil. Mais il y a un moment, je ne sais pas si les gens vont continuer à m'écouter. Merci en tout cas pour ta vie passionnante. Bravo pour ces engagements que tu as aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci de me faire confiance à la Nuit du Bien Commun depuis ton année. C'est un régal et on repart cette année le 11 décembre à l'Olympia. Absolument, je serai là. Avec une soirée qui va s'annoncer, j'espère, pleine de surprises et assez folklorique. On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci Cécile. Au revoir à tous. Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.